à l'occasion de la 2e édition des Tangram Talk. Ce sont des rendez-vous mensuels où on aura l'occasion tous les mois d'échanger avec des chercheurs, des universitaires, des chefs d'entreprise. Et donc aujourd'hui, on a un programme assez chargé et nous allons commencer par Georges-Olivier Raymond, qui est le fondateur, le cofondateur et le CEO de Pascal, et donc qui va me rejoindre sur scène. Georges, bonsoir. On est très heureux de te recevoir. On a hâte d'en savoir plus sur l'ordinateur quantique. Et aussi, tu vas nous dire quelques mots sur le partenariat que tu viens de signer avec le groupe CMA-CGM, entre Pascal et CMA-CGM, puisqu'on vient de signer le partenariat aujourd'hui. Donc, je te laisse la place. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être présent ici, dans ce magnifique bâtiment. Et avec la lourde mission de vous expliquer le calcul quantique. Parce qu'à Pascal, on fabrique des ordinateurs quantiques. Donc moi, j'en suis un fondateur et le président. Donc les ordinateurs quantiques, on va tout de suite déniaiser le sujet. C'est un ordinateur, donc ça fait du calcul. Et ça le fait différemment des calculateurs classiques. Et comme ça les fait différemment, ça permet de faire des choses qui sont impossibles à faire autrement, qui vont permettre d'inventer des nouveaux matériaux, qui vont permettre d'inventer des nouveaux médicaments, beaucoup plus vite, sur des cas d'usage qui prendraient des milliards d'années à faire sur nos technologies classiques. Donc je vais vous expliquer tout ça en 10 minutes, c'est ambitieux. J'ai trois grands messages à vous communiquer aujourd'hui. D'une part, c'est la place que va prendre le calcul quantique dans le calcul de haute performance. Le deuxième message, ça sera que ce n'est pas de la science-fiction. Ça l'a été, mais aujourd'hui, ça devient une réalité. Les machines existent, les cas d'usage sont là, et dans 2 ou 3 ans, on pense qu'il y aura les premiers cas d'usage qui seront en production et qui apporteront un retour sur investissement aux premiers utilisateurs dont vous ferez partie. Et enfin, le dernier message, ce sera la collaboration, le partenariat qu'on est en train de mettre en place, qu'on a mis en place, avec CMA-CGM. Alors, je vais vous présenter mes cofondateurs. Ça permet aussi de raconter l'histoire de Pascal. Donc, 2 cofondateurs scientifiques. Le professeur Alain Aspect, prix Nobel de physique en 2022, et Antoine Brouez, qui est chercheur actuellement au CNRS. Donc un fort ancrage scientifique, c'est important pour ces technologies-là, parce que, il faut transférer le savoir dans les produits, et on a besoin d'eux pour ça. Et surtout, on a besoin d'améliorer nos produits. Ils existent aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, on veut faire mieux. Donc la recherche fondamentale est nécessaire et primordiale. Mais on n'est pas que des scientifiques, on est aussi des ingénieurs. Alors c'est moi qui ai la casquette de l'industriel. J'ai fait une thèse en physique quantique, c'était il y a une vingtaine d'années, et après je suis rentré dans le monde de l'entreprise en tant qu'ingénieur R&D, et justement à transférer des technologies de laboratoire, à les amener à un niveau de produit. Et ce que j'ai appris pendant cette expérience-là, c'est que l'ingénierie, ça prend du temps. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que si vous faites de l'ingénierie sans client, sans cahier des charges, vous faites un bel objet, mais qui à la fin ne sert à rien. Donc fort de ces 2 grands principes, avec le cofondateur, on a eu cette intuition de se dire que la technologie était assez mature pour développer les premiers cas d'usage, et donc on s'est engouffré là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on a développé tout un environnement logiciel qui va venir programmer, qui vous permet de programmer l'ordinateur, qui abstrait la complexité quantique. Vous l'utilisez comme n'importe quelle librairie aujourd'hui, et avec des applications. Et la deuxième chose qu'on a fait dès le début, c'est de travailler comme des ingénieurs, donc de faire de l'intégration, d'équiper les machines et de faire en sorte qu'elles soient fiables, qu'on puisse les fabriquer à l'échelle et qu'elles répondent à des vrais besoins. Donc ça, c'est la première machine qu'on a construite, et aujourd'hui, elle est livrée au CEA, au très grand centre de calcul dans le sud de la région parisienne. Et on est en train d'installer la première machine. Il y en a une deuxième qui va suivre à l'automne en Allemagne. Donc voilà, donc en un mot, on n'est pas des savants fous dans un garage, pas du tout. Et le quantique, ça devient une réalité. Alors, quelle va être la place de ce calcul dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui? Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que on parle d'une révolution en fait qu'on est en train de faire. Il ne faut pas imaginer qu'on est en train de faire la version N+1 du calcul que vous connaissez. Ce n'est pas ça du tout. On est en train de rajouter un nouveau pilier au calcul classique que vous connaissez avec les CPU, avec des algorithmes prédictifs. Un nouveau pilier à côté de GenAI, qui sont des algorithmes là, qui sont plus déterministes pour le coup, et qui utilisent des GPU.
Et ce qu'on rajoute donc, c'est des algorithmes quantiques qui fonctionnent sur des ordinateurs quantiques, des Quantum Processing Units, des QPU. Et c'est vraiment à côté. Hein. Encore une fois, il y a des choses qu'on peut faire sur des ordinateurs quantiques qui sont impossibles à trouver sur des machines classiques. Pour prendre l'exemple de l'IA, une de ses fonctions, c'est de trouver des corrélations dans des jeux de données. Et bien, avec le quantique, vous allez trouver des corrélations que les GPU ne trouveront jamais. C'est de ça, dont on parle. Et une fois que ça s'est dit, vous imaginez bien que l'impact business est énorme en fait. Hein, on estime que sur le long terme, il y aura 800 milliards de dollars de valeur créée par le calcul quantique. Et bien sûr, donc, le marché est à créer. Et dans ce genre de situation, il y a toujours une prime au premier. Donc si vous êtes parmi les pionniers, c'est vous qui créez la valeur en premier et qui en bénéficiez le plus. D'où l'intérêt de faire une collaboration avec nous dès maintenant. Alors, j'ai cliqué sur un peu trop vite. Pardon. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que le calcul quantique, ça fait du calcul extrêmement rapidement, c'est extrêmement efficace, et en plus, ça le fait à un coût énergétique ridicule par rapport aux méthodes classiques. Aujourd'hui, un supercalculateur, en fait, il faut une centrale électrique dédiée pour alimenter les milliers de CPU et les milliers de GPU qu'il y a à l'intérieur. Demain, pour les versions exascale, on parle même de mettre carrément des centrales nucléaires à côté des centres de calcul. C'est des vrais enjeux. Hein. Et en plus, il faut refroidir parce que ça chauffe énormément. Donc, en termes d'infrastructure, c'est extrêmement lourd. Et les calculateurs quantiques, ils ont le bon goût de consommer extrêmement peu d'énergie. Vous pouvez les brancher sur une prise de courant normale. Hein. Ça ne prend pas plus qu'une cuisinière électrique. Vous pouvez les brancher dans votre cuisine. C'est l'équivalent de 5 kW, de 5 sèche-cheveux en termes de puissance électrique. Donc, aussi un impact sur notre empreinte carbone, de par l'outil et aussi de par les applications qu'on va pouvoir générer. Hein. Inventer de nouveaux matériaux pour des batteries, favoriser la transition vers des mobilités douces, tout ça, ça va être rendu possible grâce au calcul quantique. Donc c'est un gros marché. Bon, aujourd'hui, il est un peu petit, mais c'est intéressant de regarder quand même ces chiffres. Il est petit parce qu'on est au début. Et en 2022, le marché du quantique, c'était une centaine de projets de recherche. On appelle ça à l'époque proof of concept, développement d'applications avec des acteurs industriels pour, en moyenne, d'époque autour, en moyenne, de 1 million de dollars. Donc ça fait un marché de 100 millions. Et ce qui est intéressant de regarder là-dessus, c'est la croissance. Le nombre de POC a triplé en l'espace de 3 ans. Vous voyez aussi que ça adresse toutes les verticales, et vraiment toutes. Hein, donc, l'aérospace, l'automobile, la santé, la finance, la logistique, ça c'est important pour vous, l'énergie. Vraiment, tous les domaines vont être impactés. Et l'autre leçon intéressante, qui n'est pas présentée là, mais c'est que parmi tous les gens qui travaillent sur ces sujets-là, il n'y a aucune entreprise qui prévoit de réduire ses budgets dans les prochaines années dans le quantique. Donc, ils vont continuer à investir. Donc, la courbe va augmenter. Et ce qui va se passer, c'est que quand ça va marcher, quand on aura des cas d'usage en production, hein, d'ici 2-3 ans, il va y avoir un appel d'air et il va y avoir une raréfaction des talents, du hardware. Et donc, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et donc, c'est extrêmement important de prendre les positions maintenant. Alors, je vais vous parler de cas d'usage maintenant. Alors, je vais commencer par un premier cas d'usage pour vous illustrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique. Donc, c'est un problème de logistique. C'est une flotte de camions et vous cherchez à trouver le chemin optimal pour tous ces camions. C'est un peu similaire, si vous voulez, aux voyageurs de commerce. Et puis, on rajoute bien sûr des contraintes, hein, de poids, de trajet, de bouchons, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça devient un calcul extrêmement complexe pour une raison qui est très simple. C'est que si vous prenez 4 camions et 3 routes, eh bien, rien qu'à sur un cas aussi simple, vous avez déjà 3 à la puissance 4 possibilités. Donc ça fait 80 chemins possibles. Et si vous passez à une flotte un peu plus raisonnable de 30 camions, vous avez un nombre gigantesque. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. Et il y a plein de sujets en recherche opérationnelle qui sont sensibles à ça, où quand on augmente la taille du problème, il devient de plus en plus compliqué.
Et la bonne nouvelle, c'est que l'ordinateur quantique, par nature, comme il utilise les lois de la physique quantique, il va pouvoir gérer cette explosion combinatoire. Pour le dire avec des mots très simples, c'est que plutôt que explorer chaque solution une par une, l'ordinateur quantique va les explorer tout en même temps. Et c'est ça qui va faire qu'à la fin, le calcul sera plus rapide. C'est une image très simpliste. Et puis en pratique, en classique, il n'y a personne qui va chercher toutes les solutions une par une. Vous allez utiliser ce qu'on appelle des heuristiques qui vont simplifier le problème. Voilà. C'est pour un petit peu illustrer le fonctionnement. Et ce type de problème d'explosion combinatoire, vous le retrouvez dans beaucoup de verticales. Donc, je vais en illustrer 3 avec EDF pour les charges de voitures électriques. Si demain, toutes les voitures en France deviennent électriques, ça représente à peu près 30 millions de voitures. Et on ne peut pas les brancher toutes ensemble sur la grille, parce qu'en fait, ça va juste faire disjoncter la grille. Et ça, personne ne le souhaite. Donc, il va falloir cadencer, séquencer les différentes charges en gardant la grille équilibrée. Et en fait, quand vous mettez ça à l'échelle avec 30 millions de voitures, il y a beaucoup de possibilités. Et il faut trouver la plus optimale, l'aiguille dans la botte de foin. On a fait un cas équivalent avec le Crédit Agricole pour la gestion des risques de crédit. On l'a fait avec Thales pour la planification aussi de satellites, pour garantir le meilleur usage des ressources hardware et pour assurer bien sûr une bonne couverture de la Terre. Donc quelques exemples. Vous avez aussi ici une liste d'autres clients. Encore une fois, ça montre l'impact que le quantique va avoir vraiment sur toutes les verticales. Bon, un cas d'usage qu'on va explorer avec vous, qui est plus proche de vos thématiques, qui consiste le chargement des containers sur des bateaux. Quand vous chargez des dizaines de milliers de containers sur un bateau, il faut le faire c'est vous qui savez, mais je pense qu'il faut le faire dans le bon ordre. Il faut trouver les bonnes trajectoires des bateaux pour minimiser les coûts, pour garantir une livraison à l'heure de vos clients, pour diminuer la consommation de carburant. Et vous pouvez aussi envisager d'utiliser l'ordinateur quantique comme une aide à la décision aussi pour quand il faut prendre une décision stratégique à un moment donné. Le supercalculateur peut vous apporter une réponse, une aide à la décision plus exactement. Alors parlons du partenariat qu'on a signé aujourd'hui et qui va être annoncé demain. Donc c'est un partenariat en 3 piliers. Le premier, c'est un investissement de CMA-CGM dans Pascal. Comme ça, tout le monde est, comme on dit en anglais, skin in the game. Tout le monde est intéressé à ce que ça marche. Et je dirais, plus important, je vous ai parlé de la rareté des ressources. Donc à Pascal, on est des ingénieurs, on s'organise pour fabriquer beaucoup de machines, mais il n'empêche qu'il y aura une rareté toujours. Et évidemment, on servira en premier nos partenaires les plus proches. Donc là, vous avez mis plus qu'un pied dans la porte en faisant ça. Le deuxième pilier, c'est le développement de cas d'usage. Dans la logistique, vous avez compris qu'il y en a beaucoup, et on va commencer par celui des containers. Et enfin, le troisième pilier, c'est le passage à l'échelle, j'ai envie de dire, de tout ça. Plutôt que faire POC par POC, ce qui est en pratique assez lent, c'est de passer à l'échelle, c'est potentiellement de mettre une machine dans le centre ici, à Tangram. Vous aurez les mains dessus, vous aurez accès à l'ensemble des logiciels et des outils qui vous permettront de programmer ces machines, encore une fois, très simplement. Un data scientist, aujourd'hui, peut programmer ces machines et développer les cas d'usage. Vraiment, avoir un centre dédié, recherche opérationnelle avec le quantique. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis je crois qu'il y a une séance de questions-réponses après la deuxième présentation. Merci. Georges, merci beaucoup, c'était très intéressant. On en a appris pas mal, on a beaucoup de questions et je pense qu'on prendra la session de questions-réponses après l'intervention de Patrick Pérez. Je demande à Patrick Pérez, qui est le CEO de Qtile, de me rejoindre. Patrick, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas Qtile, Qtile est le laboratoire de recherche en intelligence artificielle que Rodolphe a lancé et cofinancé en novembre dernier avec Xavier Niel et Eric Schmidt. Depuis quelques mois, tu as réuni une équipe autour de toi et tu as travaillé sur un nouveau modèle. La semaine dernière, mercredi dernier, nous étions tous à Paris parce que vous avez présenté le nouveau modèle de Qtile. Et donc aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir Moshi, qui est ce modèle-là.
Tu viens de révéler le nom. Mais il est déjà dans la presse. Merci à tous, merci pour l'invitation dans ce lieu magnifique. Donc j'amène Moshi dans le sud et on va parler de recherche. En effet, avec cette annonce qu'on a fait la semaine dernière, il y a quelques jours, et qui est une première mondiale et qui potentiellement ouvre des portes pour révolutionner la façon de communiquer avec et à travers les machines. Donc ce que Séverine vient de dire, effectivement, avec une petite équipe et en l'espace de 6 mois, on a développé de zéro entièrement une intelligence artificielle vocale qui fonctionne en temps réel et de façon très naturelle. Je ne vais pas vous faire la démonstration sur scène pour un certain nombre de raisons techniques, y compris acoustiques. Oui, habituellement, on fait des démonstrations live, mais là, aujourd'hui, ce n'était pas possible parce que d'un point de vue acoustique, on n'aurait pas eu le bon résultat. Et par ailleurs, vous allez pouvoir jouer vous-même avec en ligne. Donc, ce n'est que partie remise de quelques minutes. Donc, elle s'appelle Moshi. Moshi, ça vient du japonais Moshi Moshi, qui veut dire allô. Donc, on a poursuivi notre inspiration japonaise avec le nom du laboratoire Kyutai. Ce que je vais vous montrer en revanche, c'est des extraits de ce qui s'est passé mercredi sur scène à l'IRCAM, donc avec 2 petits bouts de démonstration, puis je vous expliquerai ensuite qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est parti. Hello, how are you today? Hello, can you tell me your name, please? Hi, my name is Moshi. How can I help you today? Hi, Moshi, can you tell me more about yourself? Certainly. I was created by the non-profit research lab Kyutai, which focuses on using AI to tackle the main challenges of modern AI. Okay, that sounds great. Do you know what open source is? Yes, open source refers to the practice of sharing software source code free of charge. What are the benefits of open source? One of the main benefits is that it enables collaboration and allows individuals and organizations to contribute to the development of the software. I'll stop here for now. So it's a teaser, and what you just saw is the start of the discussion. Tu peux switcher en français. Pardon. C'est vraiment involontaire. Donc le deuxième petit extrait, c'est pour montrer quelque chose autour justement des choses qu'on n'a pas dans le texte. Donc je vous laisse découvrir. Hey, how's your day? Speak with a French accent and tell me a poem about Paris. Paris, the city of love, where time stands still, and hearts take flight. In the heart of Europe, it's in prime. The Seine River flows, a beautiful sight, as the lights twinkle and the stars glow clear. Okay, thank you, Moshe. That was Paris. Okay, that was great, very heartwarming. Maybe we can try something else. So now, speak like a pirate and tell me everything about your adventures on the 7 seas. In the folds of time, in the cobblestone streets, a tale of pirates and their bravery. And I'll stop here. Je vais arrêter. C'est difficile de switcher. Donc j'arrête ici, puis vous verrez la suite. Donc ce que ça illustre en fait, et j'espère que vous l'avez senti déjà, c'est la fluidité. C'est donc l'idée qu'on peut communiquer par l'oral de façon très différente de l'écrit, de façon beaucoup plus rapide, et aussi avec des choses que l'on ne met pas quand on tape un texte. C'est l'intonation, c'est l'émotion, et c'est très important pour la communication homme-machine et personne-personne. Donc notre IA, pour faire ça, elle doit, entre guillemets, penser et parler en même temps. C'était vraiment un très gros challenge, et avoir recours à d'autres formes d'expression que le pur texte. Pour faire ça, je dois expliquer quand même une chose importante. Vous avez tous joué déjà avec des IA via la parole. Elles existent d'une certaine façon, mais pour l'instant, ce qu'elles font, c'est qu'elles repassent par le texte. Quand vous parlez à votre IA, c'est traduit, c'est transcrit en texte. Ça passe dans un modèle de pur langage. L'IA répond en texte et c'est resynthétisé. Oui, parce qu'on parle tous avec ChatGPT à l'oral. Donc, en quoi Moshi est différent? En tout cas, si vous faites ça, vous en avez pour 3 ou 5 secondes de latence pour avoir la réponse. Donc, c'est pas de la communication orale comme on l'a entre nous, on se coupe la parole et on écoute éventuellement pendant que l'autre parle. Donc, l'idée, c'est d'avoir une technologie qui est plus intégrée, qui est basée sur les mêmes réseaux le même type de réseaux de neurones que pour des modèles de texte comme dans ChatGPT, mais qui sont vraiment adaptés à l'audio.
Un petit mot sur ce que c'est qu'un Large Language Model, LLM, c'est la technologie derrière GPT. C'est des modèles probabilistes qui, prenant un texte en entrée, comme QTI is an AI Research Lab based in, va calculer les probabilités des mots suivants, Paris, Marseille éventuellement, etc. Et va utiliser ces probabilités pour continuer le texte. Donc ça marche très très bien, vous l'avez tous expérimenté avec ChatGPT. Et en fait, on peut faire une chose assez similaire avec purement de l'audio. Mais alors là, si on reste dans le domaine audio, il n'y a pas des mots écrits, il y a des mots dits, mais pas que des mots. Donc on va découper ce langage en petits bouts, ce qu'on appelle des pseudo-mots, et on va entraîner un réseau de neurones qui va faire à peu près la même chose. Alors donc on peut faire ça, parce que je vais vous faire entendre une expérience. Je me suis permis de prendre un extrait du discours de Rodolphe Saadé à l'inauguration de Tangram pour illustrer quelque chose. C'est qu'on peut déjà entraîner un modèle purement audio qui apprend à parler uniquement en écoutant, et y compris à capter des choses sur la façon de parler. Tangram est au cœur de la vision que je porte. Depuis 1978, notre groupe ne cesse de se transformer. Au-delà de notre métier historique, le transport maritime, à partir de là, vous allez entendre l'IA qui poursuit. Et je vais tout de suite dire quelque chose d'important. Ce que je vais vous faire entendre, c'est pas une technologie qu'on va partager pour des raisons évidentes de sécurité. C'est juste pour montrer la capacité du modèle à synthétiser une voix et à continuer une conversation. À savoir que là, avec Patrick, on parle et qu'aujourd'hui, la technologie qu'ils ont développée, on pourrait s'arrêter de parler et la technologie va continuer à parler et à échanger entre nous avec notre voix, la façon dont on parle, etc. Donc Rodolphe, voilà, l'IA va parler à votre place. Notre métier historique, le transport maritime, nous sommes sur le point de créer de nouveaux modèles d'entreprise, de dirigeants, de valeurs, de gouvernance et d'innovation. Je vais stopper ici. D'abord parce que le modèle, n'étant que sur de l'audio, dit des choses qui sont moins structurées ensuite, mais c'est pour vous donner un sens. Ensuite, on est parti de cette chose-là qu'on avait déjà depuis quelques mois et on l'a mixé avec du texte, vraiment. Donc les deux modalités, texte et audio, sont mixées de façon très fine, de façon à ce que Moshi, pendant qu'il écoute, puis il parle, il va quand même avoir une partie, ce qu'on appelle des pensées, mais c'est évidemment une façon de parler, qui est quasi textuelle. Et c'est pour ça que dans la démo, si vous avez fait attention sur l'écran, mais si vous vous connectez, vous verrez, il y a aussi du texte qui est généré. Ce texte, c'est d'une certaine façon, c'est pensé. Moshi génère simultanément du texte et de l'audio, mais ne passe pas explicitement par le texte pour générer l'audio. C'est très important. Et l'entraînement se fait avec un mélange des deux modalités, et c'est assez long à entraîner. Mais on obtient in fine un modèle qui peut faire les deux choses en même temps. Et ce qui est très important, c'est d'avoir capté l'oralité du langage, mais également la fluidité, donc avec les interruptions. Mais ça n'aurait pas d'intérêt si c'était pas en temps réel. Et donc la latence qu'on obtient est de moins de 200 millisecondes. C'est ce que vous avez entendu sur les démos. Je vais vous faire écouter quelque chose aussi pour illustrer un autre aspect de cette IA. C'est un prototype de recherche qu'on va partager bientôt et que les gens pourront réentraîner ou modifier. Là, on a fini l'entraînement sur des données qui sont des données académiques. C'est des coups de fil aux États-Unis entre les années 90 et 2000. Donc, ce que vous allez voir, c'est une version de Moshi qui est vieille de. C'est un appel au passé. Voilà, qui est vieille de plus de 20 ans. C'est parti. Hello, my name is Bob. What's your name? Hi, this is Jay. Nice to meet you, Jay. Where are you from? I'm calling from South Arizona. Oh, brilliant. So you're American? Yes. So you know about the US, right? Okay. So you know about the US? Yes. Okay, so who's the president right now? The President Bush. Oh, okay. And I heard he met the president of France recently. Yes, I heard that too. What's his name again? His name is Jay Rock. Yeah, that's correct. Okay, so you know a lot. Do you have a computer? I have a computer. I have a cell phone. Okay, what kind of computer and cell phone is that? The cell phone is a Motorola. Okay, and the computer? A computer is a Dell. Is a Dell? Okay, and what is laptop. What kind of operating system do you have on your computer?
Windows 2000. Windows 2000. Oh, brilliant. Okay, nice. I feel like yeah, go for it. I have a plug-in modem. Wow, you're super well equipped, Jay. That's impressive. Donc voici, donc c'était pour illustrer aussi la capacité d'adaptation de ces modèles si on a les bonnes données. Le modèle de langage sous-jacent, on l'a entraîné de zéro. C'est un modèle de taille moyenne de 7 milliards de paramètres pour ceux qui ont ce genre de choses en tête sur les tailles de modèles. Et à partir de ce modèle-là, donc qui est nécessaire comme amorce, puisque le texte est quand même une façon très compacte de récupérer de l'information dans des données d'entraînement qui sont disponibles sur le web. C'est par-dessus ce modèle-là qu'on a ensuite créé notre version multimodale texte et audio. Et pour ce faire, donc, comme je le disais précédemment, on a fait un entraînement mélangé entre deux modalités. On peut lui demander de compléter du texte, de compléter de l'audio, etc. Et ensuite, on a dû rentrer dans une phase très ingrate, je dois dire, d'affinage du modèle, en particulier avec des données synthétiques qui captent l'oralité, donc avec des dialogues qu'on a générés avec notre premier modèle. Et ces dialogues, ensuite, on les a synthétisés de façon audio, et ça a permis d'avoir ce que vous avez entendu. Mais il nous fallait une dernière brique qui était de donner une voix au modèle. Alors la voix précédente, c'était pas celle-ci, mais les démos que vous avez entendues avec la voix de Moshi, c'était en fait la voix d'une artiste qui s'appelle Alice, que là on voit au travail. Just maybe, you'll find what you're looking for. Donc on a enregistré un petit nombre d'heures avec elle, avec différentes expressions, différentes émotions, etc. Et pour vous donner un peu une idée du registre, je vais vous faire écouter aussi quelque chose qui est intéressant parce qui illustre la capacité de nos modèles à également être utilisés pour juste faire de la synthèse vocale à partir du texte, qu'on appelle en anglais le TTS, Text-to-Speech. Hey, this time I'm not chatting, but rather being controlled by text. I can express more than 70 emotions and speaking styles. Like whispering. Or maybe I could sing a song. I can sound terrified. Or impersonate a pirate, ahoy matey. I can even speak with a very French accent, just like my inventors. Looking forward to interacting with you. Tout ce que vous venez d'entendre n'a jamais été dit. Et c'est une application extrêmement importante, y compris dans les médias et dans toutes les applications d'accessibilité, de pouvoir faire de la synthèse vocale expressive. Là, elle est illustrée avec une seule voix, mais en fait, on peut même faire des dialogues avec des gens qui se répondent. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage très, très intéressants. Voici, et maintenant j'ai presque fini, donc je l'ai déjà dit, il fallait peu de latence, d'autant qu'on a la démo à laquelle vous pourrez accéder, et, elle est dans le cloud, donc il faut que la latence elle reste à moins de 200 millisecondes, y compris avec les allers-retours entre votre téléphone ou votre ordinateur et les machines. Donc ça, c'était beaucoup d'ingénierie, même si on est un labo de recherche et qu'on est petit, mais ça marche. Donc l'adresse est moshi.chat. Mais on ne s'est pas arrêté là. Une autre chose qui nous intéressait, c'est de comprimer le modèle de façon très agressive, de façon à ce qu'il puisse tenir sur un device. Donc on avait, la semaine dernière, on a fait la démonstration également du modèle, donc avec qui on discute sur un MacBook Pro qui n'était connecté à rien du tout. On a débranché le Wi-Fi, débranché l'Ethernet et ça fonctionnait. Et ça permet d'avoir des cas d'usage où la sécurité et la portabilité sont vraiment très importants. C'est important parce que pour les cas d'usage, pour les startups ou pour les entreprises, ça permet d'embarquer l'intelligence artificielle sur toutes les devices, sur des robots, sur peu importe. Mais du coup, c'est une technologie qui est portable. Absolument. Et donc, c'est vraiment important donc, pour l'utilisabilité d'une manière générale et évidemment la sécurité. Voilà, c'est quoi les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est de raconter ce qu'on fait, parce qu'on a une mission de science ouverte, donc on va publier un rapport technique qu'on est en train d'écrire, on va partager les modèles, donc les IA apprises, on va également partager les codes qui permettent de l'utiliser et de les modifier pour les cas d'usage. Donc on fait confiance, on espère que l'écosystème va s'en emparer pour modifier, enfin tester, jouer avec, adapter, améliorer, etc. Pour vous dire, on a déjà, je pense que la réception est vraiment exceptionnelle. En moins de 48 heures après l'annonce mercredi, on a eu plus de 100 000 sessions sur nos machines pour une démo de recherche. Je viens d'entendre quelqu'un qui vient de se connecter sur la démo. Voilà.
Et avec ça, je conclus ma présentation et évidemment, je serai ravi pendant les questions ou après de vous en dire davantage. Merci beaucoup. Georges-Olivier vient nous rejoindre pour la session de questions-réponses. Et moi, j'ai peut-être une question pour vous, pour tous les deux, puisque vous êtes là. Est-ce que vous auriez intérêt à travailler ensemble, Kyutai et Pascal? Ça donnerait quoi, en fait? Est-ce que ça aurait un intérêt pour toi, pour tes modèles? Alors, il y avait un petit indice sur les transparents de Pascal. Bah, évidemment, l'IA, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de calculs sur des cartes graphiques qui sont très coûteuses à opérer également, gourmandes en énergie, en refroidissement. Donc, si une partie de ces calculs-là peut être faite sur les merveilleuses machines quantiques qui vont beaucoup plus vite et consomment moins, évidemment que tout le monde sera content, les chercheurs, mais les ingénieurs, les développeurs et puis la société d'une manière générale. Bah super, on a un nouveau partenariat alors. Oui, il faudra qu'on en discute effectivement. Parce que l'ordinateur quantique peut servir aussi bien pour la partie d'entraînement, pour générer des données synthétiques, pour mieux entraîner, et aussi pour l'inférence, vraiment à tous les étapes. C'est un très bon point que tu viens de mentionner. Je l'ai un tout petit peu évoqué. Une grande partie du travail qu'on a dû faire pour Moshi, par exemple, c'était en fait de récupérer de la donnée, de la nettoyer, de la préparer, mais d'en créer de la nouvelle pour les dernières étapes d'entraînement. Donc effectivement, et ça coûte aussi beaucoup en calcul et en temps. Merci. On va prendre des questions dans la salle. Merci beaucoup. Bonjour, Patrice Bergamini. Le dialogue avec le passé, l'Arizona il y a 24 ans, qu'est-ce qui vous empêche de faire le dialogue avec l'Arizona dans 24 ans et de travailler sur, en fonction, si vous allez avec nos amis de Pascal, sur de la prédictabilité? C'est possible ou c'est de la science-fiction? Alors, ce qui nous a permis de faire ce retour dans le passé, c'était d'avoir des vraies discussions de gens au téléphone, des vrais dialogues qui datent de cette époque. Y compris, vous avez vu les références à l'informatique de l'époque. Ce qui permet d'aller dans le futur, ça serait il faut quelque part des données textuelles et audio. Après, on peut les créer d'ailleurs, mais là, c'est quoi les textes qui parlent du futur? C'est la science-fiction pour le coup, mais c'est des textes d'auteurs, donc des vues d'artistes. Donc c'est ça qui permettrait dans le futur. Après, c'est la question si c'est vraiment dans de l'IA prédictive. C'est pas l'enjeu ici. Néanmoins, c'est vraiment important peut-être de faire remarquer que les réseaux de neurones artificiels qui sont utilisés pour faire la continuation de texte ou d'audio, comme on vient de le voir, ils servent aussi à faire de la prédiction de séries temporelles. Donc, donc pour des cas d'usage de ce type-là. Et peut-être une question à Georges-Olivier. Est-ce que Pascal aurait pu prédire le résultat des élections d'hier soir? Non. On n'a pas essayé, mais il y a des gens qui ont essayé d'utiliser l'IA pour des... Je pense que oui, c'est évident. Mais c'est de l'IA... j'ai envie de dire tout court, qui peut faire ça. Demain, elle sera plus puissante grâce aux ordinateurs quantiques, mais il y a des choses qui sont impalpables. Enfin, il me semble qu'on peut sortir des données que ce qu'il y a dans les données. Donc, il y a des choses quand même qui restent aussi impalpables à mon avis. Bonjour, Laurent Guimillet. J'ai une question. On a parlé de la voix de Moshi beaucoup. L'oreille de Moshi, comment vous travaillez sur la découverte des émotions, de la façon de parler? Est-ce qu'elle s'entraîne à ça? Parce qu'on voit évidemment les applications en termes de gens qui la contactent ou qui échangent avec elle parce qu'ils sont stressés ou très heureux. C'est une excellente question. Alors c'est une chose pour laquelle, pour l'instant, on est un peu déçu. On a beaucoup travaillé sur la création effectivement de dialogue, avec ce genre de choses où effectivement les interlocuteurs prennent en compte justement l'émotion, le stress, enfin des choses qui sont justement qui sont du paralangage. On les a synthétisées, on les a utilisées dans les phases d'entraînement final. Pour l'instant, cette capacité, elle est restée, on sait qu'elle est dans le modèle, mais elle est encore assez latente. On a beaucoup de mal à la faire exprimer au modèle. Et ça, c'est vrai, c'est une chose sur laquelle on va continuer à travailler.
Et de fait, il y a des use cases, je pense, vraiment des cas d'usage où ça va être vraiment important pour le côté naturel de l'interaction. Mais est-ce que tu aurais besoin d'avoir accès à plus de données d'entraînement? C'est la raison pour laquelle tu parles avec tous les groupes de médias en ce moment? Alors, beaucoup de groupes de médias. De la donnée de qualité, oui, on en a besoin. Je ne suis pas sûr... celle qui est liée vraiment au dialogue oral, avec beaucoup de non-verbal, etc. On a beaucoup de données déjà. On a 10 millions d'heures d'audio. Je pense qu'on a un défi technique là pour que ces capacités-là du modèle s'expriment. Et le modèle est encore assez petit en fait, avec 7 milliards de paramètres. On va aussi commencer à en entraîner un plus gros. D'ailleurs, je préfère le dire dès à présent pour ceux qui essaieront. C'est assez facile de lui faire dire des bêtises. C'est vrai pour tout IA, d'ailleurs. Mais ChatGPT, c'est pas le 3.5, c'était déjà 170 milliards de paramètres. Donc juste pour mettre les choses en contexte. Donc aller vers des modèles plus gros, donc à ce moment-là, il faudra plus de données. En effet, ça pourrait aider. Bonsoir, je suis Thierry Ehrenbogen. J'aurais 2 questions pour Pascal. La première, c'est quelle est la taille actuelle de vos ordinateurs et comment voyez-vous l'évolution de cette taille? Et la deuxième, c'est la concurrence. Quels sont vos concurrents français, européens, mondiaux? Qui sont les premiers? Quel est le paysage? C'est la taille physique. Combien ça fait de mètres? Oui, alors c'est... Parce que j'ai vu une photo tout à l'heure, ça me paraissait quelque chose d'assez gros. Alors en pratique, c'est pas très gros. Ça fait de 3 mètres de large, 2 mètres de haut et 1,50 m de profondeur. Mais ça va s'installer dans un centre de calcul. Un centre de calcul, c'est un grand bâtiment dans lequel il y a des racks qui sont... Comme un data center. C'est un data center dans lequel on met des racks. Donc là, on va rajouter 3-4 racks de plus. Et franchement, en fait, quand on va voir les gens qui font des data centers, ça les fait rigoler quand on vient les installer. Au CEA, ils sont en train de préparer le bâtiment pour l'Exascale. C'est 5 ans de travaux. Il faut refaire tous les sols, parce que c'est des machines extrêmement lourdes, c'est de l'électronique très très dense. Il faut refaire toute l'électricité. Ça leur prend 5 ans. Nous, notre machine, c'est 6 mois d'installation. Elle est extrêmement légère, parce que c'est beaucoup de... En fait, elle est très peu dense. Il n'y a pas besoin de refroidissement extérieur compliqué, il y a besoin de très peu d'électricité. Donc oui, c'est un peu gros, mais ce n'est pas un enjeu. J'ai travaillé dans le monde du semi-conducteur. Quand vous mettez une machine d'1 mètre carré dans une salle blanche, là, il y a un coût business énorme, mais pas pour nous. Il y a un intérêt en tant qu'ingénieur à faire plus petit, c'est que quand c'est plus petit, c'est plus robuste, c'est plus facile à transporter, mais j'ai envie de dire, c'est juste pour nous. Et Georges, sur la concurrence? Alors, sur la concurrence, il y a une bonne concurrence. Tout le monde essaie de construire un ordinateur quantique, concrètement, aujourd'hui, et les plus gros acteurs. Donc, il y a une concurrence technologique. Tout le monde n'a pas la même façon de fabriquer ses qubits et ses ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, la techno qu'on utilise, c'est la plus en vogue, franchement. C'est celle qui est le plus avancée, à la fois sur le court terme, c'est-à-dire on fait des cas d'usage, et aussi sur le long terme, pour les prochaines générations de machines. Et sans être trop technique, aujourd'hui, c'est la seule technologie qui a démontré ce qu'on appelle les corrections d'erreurs, donc qui seront la prochaine étape clé pour ce type d'ordinateur. Après, alors, il y a une concurrence au sein des mêmes technologies. On a 3 concurrents aux États-Unis, un 4e qui s'est lancé en Allemagne. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, ces entreprises-là, c'est un peu les archétypes du laboratoire de recherche qui continue son activité. À tout seigneur, tout honneur, ils font de la très belle science, mais ils pensent que quand la science est faite au laboratoire, ils pensent que c'est fini. Ils pensent que ça y est, ça marche, j'ai fini le voyage, alors qu'en fait, il fait que commencer. Donc là-dessus, on est clairement en avance en termes de taille d'entreprise, de vision marché, stratégique, développement cas d'usage. Là, on est clairement en avance. Ce qui fait que, bon an, mal an, notre plus gros compétiteur aujourd'hui, c'est IBM. Et c'est une technologie qui est différente. On a cette même vision de dire on va développer des applications. Et en fait, ça nous rassemble. Et ça nous rassemble tellement qu'on a décidé de travailler ensemble, en fait, pour promouvoir ces cas d'usage. Parce qu'ils sont encore dépendants du hardware, les cas d'usage. Il y a des choses que les machines Pascal font très bien. Il y a des choses que la machine d'IBM va faire très bien. Donc si on travaille ensemble, on va pouvoir offrir un panel d'applications plus grand. Donc voilà, donc on est en train de tourner une compétition plutôt en avantage business. Et les Chinois, non? Pas du tout. Ah, et si, les Chinois, mais on ne sait pas ce qu'ils font. C'est une boîte noire.
Ils travaillent, ils sont bons, et il y a des papiers scientifiques qui sortent, mais c'est très dur de savoir ce qui se passe dans la réalité. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez expliquer de manière un peu plus précise la différence de technologie entre l'ordinateur quantique et le semi-conducteur normal? Ou est-ce que si on n'a pas de doctorat en physique, on ne peut pas comprendre? Moi, j'ai passé 1h30 avec ton équipe à Vivatech et ils m'ont expliqué. J'ai à peu près compris. C'est pas facile. Il y a donc l'ingrédient de base, c'est une particule qui va se comporter de manière quantique. On appelle ça un qubit, par analogie avec les bits classiques. Vos bits classiques qui valent 0 ou 1, on transpose ça en quantique et ça devient un qubit. Donc il y a aussi des niveaux d'énergie identifiés qui correspondent à des 0 et des 1. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les lois de la physique quantique. Ils vous disent que votre qubit peut être dans 0 et 1 en même temps. Vous avez des superpositions. Et surtout, vous pouvez faire ces superpositions à plusieurs qubits. Et là, ça devient extrêmement intéressant. C'est le principe d'attrication, en fait, qui a été démontré par Alain Aspect. Et en fait, ça fait qu'on peut mettre beaucoup d'informations dans le système. En fait, l'informatique classique, c'est 0, 1 et c'est séquentiel, c'est-à-dire qu'on fait des calculs l'un après l'autre. Là, avec la puissance de calcul, on peut faire des calculs en simultané. Et Pascal utilise une technologie particulière ils utilisent un laser qui réussit à séparer les atomes. Voilà. Et c'est comme ça, et ça crée de l'énergie, et c'est comme ça qu'ils font tourner l'ordinateur quantique. Voilà. J'ai résumé, j'ai simplifié. Bonjour, Xavier Bindel. J'ai une question pour vous de Kyutai. Moshi, à votre avis, dans 5 ans ou 10 ans, quelle est l'application industrielle la plus prometteuse? Alors d'abord, je pense qu'on ne va pas attendre 5 ans ou 10 ans. Et la course est lancée évidemment sur ces IA vocales. Certains ont noté des annonces de OpenAI il y a 6 semaines avec une interface vocale. Alors il se trouve qu'ils l'ont pas sorti. Donc, nous, ça nous va bien. Donc évidemment, il y a l'aspect IA avec laquelle, ce que vous faites avec ChatGPT, mais du coup avec la voix. Donc, mais plus largement, toutes les situations où il y a une interface homme-machine par la voix. C'est le cas dans votre voiture, c'est le cas dans des situations professionnelles où on n'a pas les mains libres, etc. Enfin, toutes les situations où on a besoin de demander à la machine de faire quelque chose ou d'avoir un résultat qui nous est signifié. Ça, c'est donc tous les aspects de dialogue. Ensuite, il y a, et on va pouvoir combiner les deux, il y a toutes celles que j'ai un peu mentionnées quand j'ai fait écouter des Alice... disons des choses, mais c'est pas elle, mais c'est l'IA, donc ce qu'on appelle la synthèse vocale expressive guidée par le texte. Ça, c'est des cas d'usage énormes. On en a déjà. Si vous allez sur le site du Monde ou d'autres médias, maintenant, vous pouvez demander à ce que l'article vous soit lu. Ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Donc ça, c'est des cas d'usage de synthèse vocale. Après, et ces deux choses-là, on peut les combiner. Là, à l'heure actuelle, pendant que le logiciel vous lit l'article parce que vous êtes dans le métro, vous ne pouvez pas lui dire c'est bon, passe au paragraphe suivant. Donc on peut imaginer en plus de donc sur la tribune, on pourra interagir et interroger. Bien sûr. Voilà. Évidemment, après, il y a un aspect, on pourrait parler des aspects linguistiques, mais c'est vrai que l'aspect en plus expressif rend la lecture moins monotone et éventuellement interactive. Mais le dernier cas d'usage qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui concerne l'accessibilité pour les handicapés. Et là, il y a vraiment des choses très très belles à faire. Évidemment, c'est des contextes plus restreints, mais des gens qui, comme ceux victimes de la maladie de Charcot, par exemple, qui ne peuvent plus parler, ne peuvent utiliser que leurs doigts, etc. Enfin, des gens qui sont sévèrement handicapés dans leur capacité à interagir avec leurs proches et le monde. Moi, je pense que ça peut aider beaucoup. Allez-y, Cyril, puis la dame au fond, et puis Olivier aussi. Bonsoir, Cyril Zimmermann pour Patrick Pérez. Vous évoquiez tout à l'heure en creux la possibilité d'usurpation d'identité en fait par la voix. Qu'est-ce que ça appelle comme réponse ? Alors plusieurs réponses. La première réponse, je pense, c'est la pédagogie. Donc que les gens réalisent désormais que c'est tout à fait faisable. Il y a déjà les outils sur le marché pour le faire. Par ailleurs, vraiment le clonage de voix, ça y est, ça c'est
Il y a des outils qui font ça. Donc je pense que c'est très bien que les gens se rendent davantage compte de la pédagogie et de la vulgarisation. Ensuite, nous, ce qu'on fait par exemple, et ce qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est que l'audio qui est produit par notre IA, il est tatoué. C'est-à-dire qu'on met une marque invisible qui permet de l'identifier comme tel, c'est-à-dire synthétique venant de notre IA. Et par ailleurs, on peut stocker aussi, tant qu'on en a, nous, la maîtrise, on peut aussi stocker ce qui est généré, ce qui permet, le cas échéant, de revenir dans la base de données pour dire ça a été effectivement produit par nous. Mais c'est vraiment des sujets compliqués qui nécessitera que les acteurs de l'écosystème se mettent ensemble. Je pense il faudra à terme des standards également dans les technologies. Mais c'est un peu une course poursuite entre les bons et les mauvais dans cette histoire-là. Madame au fond. Bonjour, Aymen Bounou. J'allais poser la question sur les deepfakes, mais j'ai été prise de court. J'en ai une seconde. Malheureusement, on n'a pas pu le tester à cause de problèmes acoustiques. Donc, quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir l'utiliser? Est-ce que je peux l'utiliser d'ores et déjà depuis mon téléphone, dans le métro, chez moi, ou il faut des appareils précis? Merci. Alors, on peut l'utiliser de n'importe où si on a une connexion Internet. Il peut y avoir un peu de latence. On a été complètement débordé par les connexions. Je l'aurais dit, c'est un prototype de recherche. Il tourne sur 100 GPU en France et 100 GPU aux États-Unis pour que les gens se fassent une idée. Donc, j'ai essayé tout à l'heure dans la cafétéria à côté. Ça marchait très bien. Donc, dans le métro, il faut voir, mais c'est étonnamment robuste aux conditions acoustiques et aux accents, ce qui est quand même une bonne chose. La semaine dernière, ce qui perturbait Moshi pendant les répétitions, c'était les micros. C'était les micros, les retours, scènes, etc. Donc là, c'était très particulier. Mais sur la compréhension d'ailleurs de l'accent et plus généralement de la diction, le fait qu'on ne passe pas explicitement par le texte nous rend sans doute plus robuste encore que les outils état de l'art qui font de la transcription. Donc ce qu'il faudra à terme, c'est qu'on compare ce que Moshi comprend et ce que comprendrait le meilleur outil de dictée sur votre appareil. Et je pense qu'on est plutôt pas mauvais. En tout cas, il nous comprend bien. Olivier. Oui, bonjour Olivier Nivois. Moi j'avais 2-3 questions. La première, c'est je me posais la question de la limite de l'ordinateur quantique. Quelle était finalement sa limite? Et notamment dans l'aspect miniaturisation entre guillemets, c'est-à-dire autrement dit, quand est-ce qu'on va avoir de l'ordinateur quantique sur des devices comme des téléphones portables ou des iPads ou autres? Et la deuxième question que je me posais, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans l'intelligence artificielle, quel que soit l'algorithme qu'on utilise, etc., on va partir sur la technologie type ordinateur quantique ou une autre technologie? Puisque finalement, c'est beaucoup de calculs de proba également, et beaucoup de calculs et des milliards de calculs, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez choisir plutôt cette technologie qu'une autre? C'est une très bonne question. Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez, justement. Parce qu'en fait, on met des outils à disposition, on sait à quoi ils servent, mais après, il faut les utiliser, les utiliser de manière juste. C'est-à-dire, quelle tâche je vais pouvoir confier à mon CPU et quelle tâche je vais pouvoir confier à mon QPU. À la fin du fin, tout ça sera automatique, ça sera dans le middleware. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question au cas par cas. Et j'aime bien raconter l'histoire d'un mathématicien qui a rejoint Pascal, donc pas un physicien, parce qu'on avait eu beaucoup de physiciens au début, mais maintenant voilà, on commence à embaucher 2 types de personnes. Et c'est quelqu'un qui vient de la recherche opérationnelle, spécialiste de l'optimisation. Et de par ses connaissances classiques, de par ses connaissances qu'il acquiert sur l'ordinateur quantique, il est capable d'inventer des nouveaux chemins, des nouveaux algorithmes pour des nouvelles fonctions. Et c'est un algorithme qui ne serait pas possible classiquement parce qu'au milieu, il y a une étape que le CPU va pas faire. Et là, hop, il met l'ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, on est dans ces phases-là. Et demain, tout ça sera caché dans le middleware et ça sera entièrement transparent. Et là, il faut vraiment apprendre justement aujourd'hui à faire ça. Et en termes de limite du calcul quantique, je vais citer mon cofondateur Alain Aspect, le prix Nobel de physique 2022, qui dit « Quand il n'y a pas de limite fondamentale, les ingénieurs trouvent une solution ». Et aujourd'hui, en physique quantique, sur le calcul quantique, sur le papier, il n'y a aucune limitation. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, on voit pas de limite. Sur la taille, je ne sais pas si un jour on arrivera à faire un ordinateur quantique qui tient dans notre poche, mais peut-être qu'on y arrivera. Aujourd'hui, on n'en a pas le besoin, de toutes les façons,
peut-être que ça arrivera. Vous savez, je crois que c'est dans les années 60 ou 70, on a posé la question à un grand dirigeant d'IBM sur la taille du marché de l'ordinateur. Et il a répondu, c'est triste pour l'histoire, mais il a dit il y a un marché pour quelques ordinateurs dans le monde. C'est très dur de savoir. Mais peut-être un point sur la bascule, quand est-ce que l'IA ira sur le quantique? Il peut se passer aussi, excusez-moi du coup, le jour où ça devient accessible de façon aisée, les chercheurs en IA vont aussi réfléchir à des architectures de modèles qui soient adaptées au quantique en fait. Parce que pour l'instant, la chance inouïe de Nvidia, c'est que leurs cartes graphiques se sont avérées parfaitement adaptées aux calculs utilisés pour les réseaux de neurones actuels et leur apprentissage. Le jour où il y aura des machines comme celle de Pascal, je suis persuadé qu'une partie de la communauté d'IA ira réfléchir différemment aux architectures. Merci Olivier Casulot. Une question, la différence qui se pose avec Alice et Bob, c'est une différence de positionnement de... Je ne sais pas où vous êtes, pardon. Je suis là, pardon. Ah, merci. Je suis trop près en fait. Oui. La différence avec un acteur comme Alice et Bob, c'est une différence de technologie, de business model. Si vous pouvez nous en dire un mot pour comparer un peu. Oui, c'est une différence de technologie à plein de niveaux. Donc, je vous l'ai dit, il faut le fameux qubit, là, quelque chose qui se comporte de manière quantique. Il y a quelque chose qui se comporte de manière quantique, naturellement, c'est des atomes. Et c'est ce qu'on a choisi à Pascal. Un atome, naturellement, à température ambiante, il est quantique. Si vous êtes capable de l'isoler, de le contrôler à l'échelle individuelle, c'est le candidat parfait. Et nous, c'est ça qu'on fait. Alice et Bob, ils fabriquent un qubit. C'est une technologie assez proche de celle d'IBM, dans un sens. Ils fabriquent un circuit électronique. Et ce circuit électronique, sous certaines conditions, qui sont d'être refroidi à très très basse température, se comporte comme un atome artificiel. Donc il faut le fabriquer. Ça coûte et il y a des erreurs de fabrication. Et en plus, il y a une géométrie qui est fixée pour la vie. Hein, vous avez votre puce, vous avez votre puce. Et en plus, il faut le frigo. Alors le pari d'Alice et Bob, c'est qu'ils ont une architecture particulière qui rendrait le qubit, s'ils arrivent à le faire, qui le rendrait résistant à certains types d'erreurs. Et ça, ils sont encore dans les phases de démonstration. Donc en fait, ils sont encore dans les phases de pas non seulement construire le qubit physiquement, mais de le construire aussi théoriquement. Nous, les qubits, on les a, ils marchent, on les assemble entre eux à des centaines, des milliers, et on fait du calcul avec. Vous êtes seul à pouvoir scaler les qubits aujourd'hui? Candela n'y arrive pas non plus. Sur le papier, ils peuvent le faire, mais ils sont moins avancés dans la techno, je peux dire, c'est pas eux, hein, c'est la techno est moins avancée. C'est un jeu compliqué, le quantique. Hein. Il faut la bonne techno, il faut la bonne vision stratégique, il faut les bons cas d'usage, il faut vraiment cocher toutes les cases. Et la technologie qu'on a, elle les coche à court terme et elle les coche aussi à long terme, parce que les propriétés qu'utilisent Alice et Bob pour rendre leur qubit résistant, on peut aussi le faire avec notre technologie. Adi. Et maintenant. Bonjour Maria Arti. Moi j'avais une question concernant la frugalité énergétique. Comment vous l'expliquez? Comment ça marche? C'est que le calcul est très efficace. Je ne sais pas comment le dire. Et je peux parler que pour ma technologie, parce que je ne connais pas ça en détail les autres. Mais nous, c'est de l'optique, ça a été dit. Donc on va utiliser des lasers, qui aujourd'hui sont extrêmement, ont des rendements très bons. Un laser, c'est quelques watts d'électricité. Il y a besoin de pompes. On a un système à vide, mais une pompe, c'est quasiment un système passif. Donc ça consomme très peu. Et après, il y a de l'électronique de contrôle. Et quand on met tout ça ensemble, voilà, je vous dis encore une fois, c'est 5 kW. Parce que, oui, je ne sais pas l'expliquer. Il y a des gens qui s'intéressent du point de vue théorique fondamental. Il faudrait sans doute des réponses plus élaborées. Moi, je vais faire une réponse d'ingénieur. Je vois que ma machine, elle consomme peu et elle rend autant de services et demain mieux, plus de services que ce qu'on fait classiquement. Il y a une question au fond. Bonjour, Alexandre Pastor. J'ai une question sur la recherche d'impact autour de Moshi. Est-ce qu'il y a une recherche d'impact ici, d'impact sociétal? Et est-ce qu'il y a une recherche d'impact sociétal? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la société que vous avez envie de changer? Et quel est l'impact quel serait l'impact sur notre démocratie? Alors, envie de changer des choses dans la société et en bien, oui.
QTI, c'est une fondation, en tout cas c'est voué à le devenir, donc avec une mission qui est de mettre des technologies nouvelles et importantes entre les mains d'autres acteurs de l'écosystème. Donc déjà, il y a le côté irriguer l'écosystème, qui est des entreprises qui naissent, des emplois qui se créent, etc. Donc ça, c'est plutôt l'aspect économique et transfert technologique. Sur les cas d'usage eux-mêmes, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est vrai que tous ceux en lien avec l'accessibilité d'une manière générale et a fortiori dans le cas du handicap, pour moi, c'est une chose vraiment très importante. Et plus généralement, d'avoir des modèles d'IA qui soient plutôt embarquables, donc pas trop gros, et qui puissent tourner sur des appareils non connectés. Pour moi, c'est quand même la promesse de mettre dans la poche de tout le monde, quel que soit le pays, la condition, les moyens culturels et financiers, la connaissance. Alors, l'expérience nous a montré avec Internet et les plateformes que c'est pas toujours le meilleur usage qui est fait de ces technologies-là, mais pour moi, il y a une vraie rupture qui arrive. Alors, je réponds plus largement avec au-delà de Moshi et des activités de QTI, mais il y a vraiment des promesses très fortes de ce côté-là avec l'IA. En tout cas, c'est celles qui me tiennent à cœur. Et on va essayer d'y contribuer, et puis aussi, comme il a été évoqué, en le faisant de la façon la plus responsable possible. Et le cas échéant, en collaborant avec des partenaires pour la partie sécurité, etc. Mais je pense qu'il y a des très très belles choses qui peuvent être faites si l'écosystème s'en donne la peine. Et il faut pour ça qu'il y ait une recherche amont forte, parce qu'en fait, une chose qui est très impressionnante avec l'IA actuelle, c'est que le time to market, si je puis dire, entre la recherche et les produits, je crois qu'on a rarement vu ça dans l'histoire des sciences. Il est quasi nul entre quelque chose qui sort en open source en particulier et qui est utilisé. Ça peut être l'espace de quelques semaines. Alors, ce qui pose plein de problèmes. Mais en tout cas, là, on a vraiment une responsabilité, mais aussi on a une capacité d'impact à travers des recherches amont importantes. Et il y a beaucoup de défis importants. L'IA actuelle, et elle est à la fois superbe et passionnante et avec plein de limites. Donc, il faut qu'il y ait une recherche... des recherches d'amont avec les moyens nécessaires. C'est pour ça qu'à QTI, on est très heureux d'avoir ces moyens-là pour faire ce type de recherche-là. Merci. Adi, on va prendre les dernières questions. Angelo, après. Oui, Adi Zablit, merci beaucoup. Vu l'évolution de la technologie qui est assez rapide, quel type de compétences il faut absolument avoir dans une société comme la CMA pour accompagner et puis profiter au maximum de ces développements? C'était pour moi la question. Pour les deux. Les deux, mais... je pense que, en tout cas, c'est des outils qui sont à la fois, en tout cas du point de vue de l'utilisateur, sont à la fois très techniques et normalement avec de moins en moins de friction dans leur utilisation. En tout cas pour l'IA, c'est la volonté, c'est l'idée, mais on en parlait un petit peu avant et puis tu pourras compléter. L'idée, c'est que l'outillage qu'il y a autour de ces technologies soit de plus en plus, rende de plus en plus facile non seulement l'utilisation par l'utilisateur final, mais aussi les développeurs, etc. Dans le cas de vraiment des modèles d'IA, il y a vraiment tout un tas de librairies, etc., d'outils, de frameworks qui permettent, en ayant un bagage quand même minimal en informatique et en mathématiques appliquées. Pour l'IA actuelle, c'est pas des mathématiques de haut vol, comme on l'entend parfois, c'est des mathématiques assez simples, mais c'est beaucoup d'ingénierie aussi, donc c'est d'avoir un peu cette conjonction, ingénieur en informatique et maths appli, ce qu'on a de façon assez bien représentée dans les formations en France en particulier. Donc après, je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont, vu la vitesse à laquelle ça évolue, qui ont envie, qui voient plutôt le versant optimiste des choses et qui ont envie d'apprendre. Je pense qu'une chose qu'on risque d'avoir aussi bien dans les sociétés, que dans les entreprises, et chez les individus, je voulais dire la société, c'est une fracture encore plus grande numérique. Si les gens ne se saisissent pas de l'évolution de ces technologies, moi je suis plutôt assez optimiste, mais je pense qu'il faut être vraiment assez agile quand même. Et il faut suivre tout ça. Il faut idéalement, surtout quand ça va impacter beaucoup de métiers. Je vais faire exactement la même réponse. Et en fait, je pense que les compétences, vous les avez déjà. C'est des data scientists, c'est des mathématiciens, c'est des gens de la recherche opérationnelle qui sont formés à ça et qui connaissent bien vos cas d'usage. Et ce qu'il va leur falloir apprendre, c'est comment utiliser de la machine quantique.
et pas à comprendre comment marche le qubit et les lois de la physique quantique. Non, c'est tiens, j'ai une nouvelle librairie qui résout un problème mathématique, comment je vais pouvoir l'appliquer à mon cas d'usage? Et ce que j'aime bien dire quand on pose cette question-là, c'est, l'année dernière, on a fait un hackathon, et il y a 800 étudiants qui ont participé à cet hackathon de l'ensemble de la planète, et ils ont utilisé nos outils. C'était principalement des data scientists, pas de physiciens, et ils ont développé 80 nouveaux cas d'usage en quelques mois. Et moi, j'ai trouvé ça assez remarquable. Et les 15-10 premiers cas d'usage étaient vraiment ultra pertinents. Donc pour moi, ça montre que c'est faisable et que, en fait, que vous êtes prêts. Il faudra organiser un hackathon à Tangram. Voilà, nous, on se charge de la partie complexe pour vous exposer les outils qui vous parlent, que vous allez pouvoir utiliser. Super. Une dernière question de Pascal. Oui, bonsoir, Pascal Hirn. En fait, vous répondez partiellement à ma question. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut se positionner maintenant parce que l'accès au marché pour cette technologie quantique, elle va être limitée par le nombre de talents qui peuvent rejoindre cette filière. Et donc, je voulais savoir si les talents étaient dans la partie d'ingénierie et de construction de ces machines ou si c'était des talents qui étaient du côté de la génération de use case, comme vous le dites, ou d'algorithmes qui peuvent aider les entreprises. Alors, ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Pour vous, ça va être les utilisateurs, les gens qui vont être capables de les utiliser. Pour moi, c'est les gens qui vont fabriquer les machines. Donc, c'est pas le même niveau. Mais pour l'instant, on en trouve. On en trouve, et je vais faire une réponse qui va peut-être paraître paradoxale, c'est que les gens qui sont faciles à trouver, c'est les gens qui viennent de la physique quantique. Parce qu'en Europe, on a la chance d'avoir énormément de laboratoires de recherche académique de top niveau qui forment des dizaines et des dizaines de jeunes chercheurs qui, après, par contre, ont moins de débouchés et qui en trouvent en allant chez Pascal. Et comme on est le leader européen assez bien identifié, les gens viennent chez nous. Et pour les autres ingénieurs, c'est un peu plus dur parce qu'on a la concurrence des gens qui font de l'IA, par exemple, les GAFA américains. Mais on leur propose aussi une aventure assez sympa. Ils participent à la révolution technologique du XXIe siècle. C'est comme être dans le spatial, dans les années 60-70. Quand vous êtes à Pascal, vous faites partie de ça, et dans 20 ans, ils pourront dire « j'y étais ». Et moi, j'envie tous les jours mes ingénieurs. Je peux plus, mais c'est vraiment fantastique. C'est quelques dizaines de millions d'euros. Et combien tu en as vendu? Tu en as vendu récemment un Alors, on en a vendu 3 en tout. Il y en a un 4e qui se dessine, qui sera annoncé en septembre. On en a vendu 2 il y a 2 ans. C'était à des centres de calcul. C'est ceux qu'on livre aujourd'hui, là, donc TGCC et en Allemagne. Et le dernier qu'on a vendu, et il y a une vraie nouveauté, c'est qu'on l'a vendu à une entreprise privée. Et pas n'importe laquelle, Saudi Aramco, le groupe pétrolier saoudien. Donc c'est une des plus grosses entreprises au monde, qui savent. Alors ils sont vus comme des gens très riches, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils dépensent leur argent par les fenêtres. Ils sont très précautionneux dans leurs investissements. Et si eux ont décidé d'investir, c'est un signal extrêmement clair pour le marché. C'est qu'ils y voient un intérêt, et donc le message c'est, allez-y aussi. Et c'était le premier achat par une entreprise privée au monde d'un ordinateur de cette taille-là. Ramon ? Oui, bonsoir, merci beaucoup, c'est passionnant. Est-ce que la défense nationale, les questions de sécurité sont préoccupées par l'émergence du quantique? Vous parliez de la Chine tout à l'heure. La capacité à casser les codes, les cryptages, les systèmes de sécurité des entreprises ou autres. Est-ce qu'il y a un problème particulier qui vient avec le quantique? Alors, il y a des... comment je vais adresser ça? Il y a des cas d'usage dans la défense, premièrement. Donc oui, l'armée s'y intéresse. D'ailleurs, on travaille avec Thales et MBDA sur des cas d'usage comme ça. Il y a la DGA qui a lancé un grand programme qui s'appelle Proxima, pour justement soutenir l'émergence des startups en France et les soutenir. Donc oui, il y a des cas d'usage. Aux États-Unis, la DARPA est aussi très active pour les développer. C'est une technologie souveraine. C'est quand même, on parle de supercalculateurs, et donc ça se protège. Donc la défense y fait attention.
Et le dernier point que je voulais que vous posez, c'est la menace de l'ordinateur quantique sur les systèmes de cryptographie. Je vous l'ai dit, l'ordinateur quantique, il est capable de faire des choses que le calcul classique ne sait pas faire. Et une des choses que le calcul classique ne sait pas faire, c'est décomposer les nombres en facteurs premiers. C'est-à-dire dire que 15 est égal à 5 fois 3. Pour un ordinateur classique, c'est extrêmement compliqué. Et si vous prenez un chiffre très long, on l'appelle RSA 128, parce qu'il y a 128 chiffres, et ben sur un calculateur classique, ça prend des milliards et des milliards d'années à calculer. Et si vous voulez casser les codes de cryptographie, il faudra passer par cette étape-là. Donc autrement dit, c'est pas possible, donc c'est sûr. Avec l'ordinateur quantique, il y a une preuve mathématique qui vous dit qu'on peut le faire en quelques jours. Donc ça change un petit peu la donne. Ceci étant dit, c'est un cas un petit peu iconique. Alors c'était le premier qui a été inventé. C'était le premier algorithme quantique qui a été inventé dans les années 90. Mais la machine qui le fera tourner, elle n'existe pas encore aujourd'hui, même à Pascal. Elle arrivera peut-être dans 10 ou 20 ans. Donc, ça laisse le temps aux gens de transitionner, parce qu'il y a des systèmes de cryptologie qui sont résistants à ce type d'attaque. Mais les gens qui ont des données sensibles s'y intéressent dès aujourd'hui. Il y a des données qui ont des durées de vie très longues. Tu travailles avec les banques sur ces sujets-là ou pas? Non, les banques sont plutôt intéressées par les détections de fraude, en fait, en termes de sécurité, mais pas sur les aspects données. Ok. Grégoire, tu avais une question? Les systèmes d'IA, ils évoluent très vite. Et donc, c'est pas forcément évident de réfléchir aux applicatifs qu'on veut construire par-dessus. Parce que un des risques, c'est que la version d'après de l'IA, en fait, gomme tout l'applicatif qu'on a construit et qui ne sert plus à rien. Comment, aujourd'hui, on peut réfléchir à ça et s'assurer qu'on construit des choses qui sont utiles sur le long terme, malgré le fait qu'on ne va pas tous se mettre à construire des modèles fondamentaux? C'est une bonne question. Moi, je crois très fort de ce point de vue-là aussi dans les vertus de l'open source. Donc les modèles, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui pourront construire des grands modèles, mais s'ils les partagent, et c'est aussi notre ambition, ça permet aussi que l'écosystème s'en saisisse, et avec l'outillage qui va autour et qui puisse s'adapter à différents modèles. Pour la petite histoire, tous les modèles qui se tirent la bourre, si je puis dire, en ce moment, ils sont tous faits pareil. Ce qui est la partie différenciante, c'est plus je parle du langage là, c'est plus les données d'entraînement, toutes les techniques, etc. Donc d'un point de vue code, c'est assez stable. Mais je pense que c'est important que la communauté open source aussi stabilise ça. C'est ce qui s'est passé avec les systèmes d'exploitation, avec Linux. Donc moi, je pense qu'il y aura ce genre de choses. Après, l'outillage informatique de l'IA est tellement bien maintenant, bien intégré, bien fait, et faire évoluer, c'est pas très compliqué. Le jour où il y aura une rupture dans les architectures, ce qui pourrait arriver aussi peut-être avec l'avènement du quantique, effectivement, là, il faudra réviser sans doute pas mal de librairies, mais je pense que il n'y a pas de souci. Ça va être facile de changer les pièces détachées de l'IA, en tout cas pendant quelques années. Merci, on va... Je peux juste donner un élément de réponse, parce que la question pourrait être posée aussi au quantique. Moi, je crois beaucoup en la plasticité des utilisateurs. C'est une question que j'ai souvent, mais quand on s'est rendu compte au début des années 2000 que le GPU pouvait faire du calcul massivement parallèle, les gens se sont dit « Ah bah oui, mince, il va falloir que je balance tout mon code ». Et en pratique, comme il y a un chemin business, les gens s'y sont mis. Et en quelques années, il y a eu des GPU partout. Et ça a été rendu possible parce que aussi NVIDIA a bien fait le boulot d'interfaçage et a rendu la technologie accessible. Ils ont construit la pile logicielle qui fait que si le hardware change en bas, pour vous c'est transparent. Et de ce point de vue-là, on a la même stratégie. Merci. Et donc on va prendre une dernière question. Ouais. Benjamin Richel, bonjour. C'est un peu dans la continuité de ce qui a été dit. Les différents modèles d'IA qui existent et qui se développent, en fait, cherchent à se différencier les uns des autres. Et chez QTI, on sent que vous avez cherché plutôt à développer et à améliorer l'interaction, la fluidité, la portabilité, donc l'accessibilité à l'IA. Et c'est là-dessus que vous avez, j'ai l'impression, axé votre stratégie de développement. Et donc, on ne parle pas forcément de pertinence dans les réponses et dans l'interaction.
Ben c'est tout à fait vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à la rendre plus fiable. La fiabilité des modèles d'IA est évidemment un des grands défis à l'heure actuelle, surtout si ils sont utilisés dans des applications critiques. On va regarder ça également, mais pour ce premier projet, qui est un projet de recherche, puisque nous sommes un labo de recherche, effectivement, c'est pas là-dessus que nous avons mis l'accent, mais on est aussi attaché à ces questions, donc en particulier améliorer la factualité dans le cadre de ce type d'IA nous intéresse, et ça pourrait se faire en augmentant les modèles avec d'autres outils, typiquement des outils de recherche, etc. Donc c'est quelque chose aussi qui se fait dans beaucoup d'autres entreprises et labos de recherche, mais il y a encore beaucoup à faire pour augmenter la fiabilité. Mais qui dit augmenter la fiabilité dit déjà la possibilité d'évaluer la fiabilité. Rien que ce problème d'évaluer une IA, enfin ce type d'IA, est hyper compliqué. Surtout si c'est des IA utilisées, comme c'est le cas pour un modèle de langage, de façon complètement transversale, pour faire dire un poème ou pour accéder à une information très précise. Et évaluer tous les use cases en même temps avec une seule IA monolithique, c'est un défi en soi. Mais c'est des choses qui nous intéressent et ça sera pour la suite. Merci beaucoup. Patrick, Georges, merci pour ce temps d'échange et merci à tous.